Une troisième audience a eu lieu ce vendredi dans l'affaire Stanis Boujakera à la prison de Makala. Les avocats du journaliste ont pour la énième fois sollicité une liberté provisoire. Et au sujet du procès Kalonda, la défense dénonce l'acharnement dont serait victime son client. Elle sollicite une remise de 3 mois pour permettre une bonne prise en charge du prévenu malade. Est-ce que le gouvernement continue de financer le processus électoral? S'interroge le candidat président de la République, Constant Moutamba, à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. En justice, d'abord, le journaliste Stanis Boujakera a été devant le juge en compagnie de ses avocats pour la 3e fois ce vendredi à la prison de Makala. Ces derniers sont revenus sur la proposition de contre-expertise, estimant qu'il y a absence d'indices sérieux de culpabilité dans les faits reprochés aux journalistes. Une nouvelle demande de liberté provisoire a également été introduite par écrit et aura une réponse déjà ce lundi. Selon quelques clichés parvenus à notre rédaction ce vendredi, la justice a affaire à un Stanis Boujakera serein. Bien que parasé, son visage est dégagé et lâche quelques sourires en apercevant ses proches. Interpellé depuis un peu plus de 2 mois, toutes les demandes de liberté provisoire formulées par ses avocats n'ont pas obtenu de suite favorable, même si, comme la défense l'a encore rappelé ce matin, il y a absence d'indices sérieux de culpabilité dans les faits reprochés aux journalistes. Au cours de cette 3e audience, les avocats de Stanis Boujakera ont renouvelé la demande d'une contre-expertise au regard des multiples contradictions de l'accusation. La défense a demandé au tribunal la réquisition de l'ANER afin d'apporter le sceau original qui figure sur le document à la base de l'arrestation du journaliste congolais le plus suivi sur X, l'ancien Twitter. Le tribunal va se prononcer dans 2 semaines, soit le 17 novembre sur ce dernier sujet. Quant à la liberté provisoire encore boudée par le procureur, une réponse est attendue ce lundi. Quelques heures avant cette 3e audience, l'ONG Reporters sans frontières a publié une enquête sur cette affaire. D'après la cellule d'investigation de RSF, Stanis Boujakera n'est pas l'auteur de la note attribuée à juste titre à l'ANR, la nationale de renseignement. Plusieurs sources confirment l'authenticité du document publié par Jeune Afrique et affirment que le journaliste n'est pas le premier à avoir pris connaissance de ce document. À la prison centrale de Makala, quelques membres des mouvements citoyens se sont mobilisés et ont effectué un sit-in à la barrière du centre pénitentiaire, exigeant la libération sans condition du journaliste. Et pour les dossiers, Salomon Kalonda a pris la requête du ministère public exigeant sa comparution sur les lits d'hôpital afin qu'il soit jugé. Les avocats du bras droit des Katumbi dénoncent cet acharnement dont seraient victimes leurs clients et estiment que le procès est celui de la honte. Maître Hervé Diakese, joint au téléphone par Jean-David Kilolo. On peut retenir que Salomon Kalonda Dela est médicalement dans l'impossibilité de comparaître pour assurer sa défense dans un procès pénal. Ceci a été constaté non seulement par son médecin traitant qui vient d'écrire encore à la cour militaire, mais aussi par 3 centres médicaux requis par l'auditeur militaire supérieur pour faire la contre-expertise des analyses cliniques faites par les médecins traitants de Salomon Kalonda Dela, aboutissant à la conclusion qu'il ne pouvait pas être aujourd'hui en mesure d'assurer sa défense s'il n'avait pas des soins stables. Ces 3 centres médicaux, chacun de manière autonome, venus avec au total plus de 19 médecins, une vingtaine à tous égards, ont abouti aux mêmes conclusions. Donc nous serions attendus à ce que la justice militaire constate aujourd'hui l'impossibilité de Salomon Kalonda Dela d'assurer ses droits afin qu'on puisse les soigner d'abord convenablement et qu'il puisse comparaître après un délai raisonnable d'au moins 3 mois. Et là, qu'est-ce que nous voyons? L'auditeur militaire, qui pourtant avait requis des experts, veut exiger à la cour militaire et s'est déplacé jusque là où Salomon Kalonda Dela est en train d'être soigné. Ce genre d'acharnement judiciaire, c'est pour ça qu'on avait dit que c'était un procès de la honte. Voir Salomon Kalonda Dela devant des juges militaires, sous un respirateur, en train d'enlever son masque de respiration pour répondre aux questions, remettre son masque de respiration pour continuer à respirer. Alors, à partir du moment où nous avons demandé un délai d'au moins 3 mois et que le ministère public
sollicite que la Cour militaire se déplace au lieu des soins de Salomon Kalonade. C'est contraire aux droits humains. La Cour militaire nous a dit qu'elle va nous départager par un arrêt avant dire droit le mercredi 8 novembre 2023. Est-ce que le gouvernement continue de financer les processus électoraux? C'est la question que se posent les candidats présidents de la République. Constant Moutamba, à une dizaine de jours du début de la campagne électorale, dans une lettre adressée à Denis Kadima, il veut se renseigner pour pouvoir faire pression au cas échéant au gouvernement pour accomplir ce devoir. Après l'étape de la Cour constitutionnelle qui a, pas son tort, retenu toute l'attention du pays cette dernière semaine, les regards sont de retour du côté de la CENI. La centrale électorale qui tient à organiser les élections à date a-t-elle les moyens financiers de ses espérances? C'est la question que l'on peut déchiffrer dans la lettre adressée au patron de la CENI ce vendredi par le candidat président de la République de l'opposition, Constant Moutamba. Les leaders de la dynamique progressiste insistent dans sa lettre pour savoir si blocage il y a pour qu'en tant que politique et candidat, il puisse exercer des pressions sur le gouvernement pour libérer les budgets dus. D'après les informations de Constant Moutamba, les différents retards constatés jusqu'à présent dans le calendrier électoral de la CENI sont causés par le manque de financement à temps. Autre point chaud, à quelques jours seulement du début de la campagne électorale, la situation du déploiement des kits électoraux sur l'ensemble du territoire national. À ce jour, la CENI ne communique que très peu, si pas du tout, sur l'état d'avancement de cette partie pourtant cruciale du processus. D'autres acteurs politiques impliqués directement ou non à ce processus électoral, tels que l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, crient haut et fort que le bureau actuel de la CENI ne pourra pas tenir les scrutins en décembre 2023, comme le prévoit le calendrier. La Chambre haute du Parlement a reçu au cours d'une plénière tenue jeudi sous la direction de son président Modeste Bahati, le ministre de l'Aménagement des Territoires, Guy Luando, est venu présenter au Sénat l'économie de la proposition de loi relative à l'aménagement des territoires pour un examen en seconde lecture. Ce projet de loi initié par le ministre Luando entend combler un vide juridique d'environ 65 ans dans ce secteur. La présentation de l'économie de ces textes de loi a été suivie d'un débat houleux. Les élus des élus ont voulu savoir si cette loi est en synergie avec les autres ministères sectoriels afin d'éviter un chevauchement dans les attributions, la réglementation de la voirie et les plans d'aménagement de la capitale. Le représentant du gouvernement a, dans les explications fournies, rencontré les préoccupations de ses anciens collègues sénateurs tout en leur résumant le travail abattu par lui depuis son avènement à la tête de ces jeunes ministères créés en 2017 et qui est en pleine réforme. Tous nous voulons, et le matin tout le monde va à la Gombe, et le soir nous rentrons comme ça. Il faut régler cette question. Notre gouvernement a pensé à ça, à la création de Pitogoville, qui va faire à ce que certaines institutions qui sont ici à la Gombe, on ait des institutions en dehors de la Gombe. Encore une fois, c'est vous, le Parlement, qui devra décider. Le Sénat a aussi examiné au cours de la même plénière 2 initiatives de contrôle parlementaire qui ont été déclarées recevables. Il s'agit notamment de 2 questions orales avec débat adressées au ministre des Finances. La première initiée par les sénateurs Ladi Yango Tikala sur la situation critique des finances publiques et la seconde par les sénateurs Célestin Vunabandi sur la gestion des biens d'Isaïrianisés. Les 2 initiatives seront notifiées au ministre des Finances Nicolas Kazadi, a fait savoir les speakers de la Chambre haute du Parlement Modeste Bahati Lukwebo. Cette plénière a également donné l'occasion aux sénateurs de voter à l'unanimité la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs agronomes en RDC. Cette loi n'étant pas votée en des termes identiques par les 2 chambres du Parlement, une commission paritaire mixte sera convoquée, a indiqué Modeste Bahati Lukwebo. La première maison de l'entrepreneuriat a été inaugurée par le chef de l'État, vous le savez, lors de cet événement qui était suivi d'un échange avec les entrepreneurs. Dans la soirée, le directeur général des sociétés Flèche Technologies et créateur de la tablette Motema, Dieudonné Kayembe, a présenté son outil au président de la République tout en sollicitant son implication. Au nombre de jeunes entrepreneurs conviés à cette soirée d'échange avec le président de la République figure le directeur général de la société Flèche Technologies, Dieudonné Kayembe, créateur de la tablette Motema Made in DRC, qui a été présenté au chef de l'État. Ce jeune ici, il a été aux États-Unis, il a présenté son produit un peu partout et son produit, nous l'utilisons déjà au niveau de notre agence Aprocem pour faire des enquêtes. Le patron de Flèche Technologies s'est ensuite adressé au chef de l'État.
Mon nom c'est Dieudonné Kayembe Kabukala, je suis un entrepreneur, j'ai fini mes études à l'université de Kinshasa, génie informatique. J'ai eu une chance d'avoir participé à des compétitions internationales, Imagine Cup pour Microsoft, et j'ai été très rapidement récupéré par Google à travers Android Challenge que j'ai représenté toute l'Afrique en 2012 déjà. Partant de là, j'ai voulu apporter ma contribution au développement de notre pays. Avec notre chaîne, nous avons la capacité de production de 1000 pièces de téléphones, 1000 pièces de tablettes. Je vais prendre des exemples terre à terre. Par rapport aux différentes structures qui sont telles que la Banque mondiale, les conditions pour nous, entrepreneurs congolais, c'est vraiment compliqué. Il ne faut même pas qu'on rêve avoir ce type de marché. C'est très compliqué. Nous sommes convaincus qu'avec votre implication, nous allons avoir ces facilitations et devenir millionnaire ne sera pas un rêve ou un souhait. En réalité, nous le sommes déjà. Il ne nous manque qu'une seule chose, votre parole. Merci, Excellence. Bien avant, le directeur général de la société Flèche Technologie avait présenté sa tablette au chef de l'État, lui faisant ainsi part de toutes les explications sur son fonctionnement. Le président de la République en a acheté tout un lot pour soutenir ce fils du pays. Fabriquée par la société Flèche Technologie de l'ingénieur Dieudonné Kayembe, la tablette Motema est l'une des meilleures en qualité et en capacité. Dieudonné Kayembe demande aux Congolais de le soutenir en se procurant cet outil technologique. La désobéissance et l'insubordination caractérisent le bourgmestre de la commune de Chituru dans les dossiers sur la redevance minière des Divine Land Mining. Selon les autorités compétentes, l'intervention du patron de la territoriale, Peter Kazadi lui-même, suivi de l'implication du gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué sur les terrains, ne semble pas l'avoir raisonné. Résumé de l'affaire dans ce reportage. Rebondissement du contentieux lié à la redevance minière Divine Land Mining entre les communes de Likasi et de Chituru dans la ville de Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga. Aux dernières nouvelles, les deux ETD ne s'accorderaient pas depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante dans la commune de Chituru. Alors qu'il y a peu seulement, apprend-on que les autorités, tant en province qu'au niveau national, auraient déjà tranché. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué. Seul bémol, Chituru, par l'entremise de la nouvelle bourgmestre, voudrait s'accaparer la part de Lyon, sinon toute la part. En effet, pour ce qui concerne cette entreprise, entendez Divine Land Mining. L'extraction s'opère à la fois dans la commune de Chituru et celle de Likasi, tandis que les opérations métallurgiques se font dans la commune de Chituru. L'extraction étant principale, tandis que celle des transformations est secondaire, les experts auraient convenu dans la répartition telle que Chituru devrait bénéficier de 65% de la redevance et Likasi 35% en exécution du décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités de collecte, de répartition, des gestions et des contrôles des quotités de la redevance minière versée aux provinces et aux ETD à en croire ces documents à notre possession. Saisi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aurait rappelé le gouverneur de province l'importance de l'application de cette disposition. La bourgmestre de Chituru s'y serait opposé. Le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, aurait insisté jusqu'à effectuer à 2 reprises des descentes sur Likasi. La dernière date du 12 octobre de l'année en cours, sanctionnée par un procès verbal. Et jusqu'à ce jour, la bourgmestre refuserait toujours de se conformer. Un grand ouf de soulagement pour les déplacés et victimes du conflit communautaire Lingola Mbolé dans la commune de Lubunga, dans la province de Lachopo. Ils ont reçu la visite réconfortante de Maître Madeleine Nikomba, gouverneur de province, qui leur a apporté vivre et non vivre tout en prêchant la paix. À la tête de tous les membres du comité provincial de sécurité, la gouverneure de Lachopo n'est pas allée m'ébredouiller pour exprimer sa compassion et réconforter les victimes du conflit Mbolé et Lingola dans la commune de Lubunga. Des véhicules de vivres et non-vivres constituent la gibecière de Maître Madeleine Nikomba Sabangu. Avec à ses côtés les vice-gouverneurs Paul Elendongolia, l'autorité provinciale remet donc à titre symbolique des sacs de riz blanc, sel iodé, haricots, bidons d'huile de palme, cartons de savon, boîtes de conserve divers, biscuits, lait en poudre, ballons d'usager, pièces wax et autres compléments. S'adressant aux déplacés, après une minute de silence en mémoire des victimes, la gouverneure lance un message de paix en prêchant l'amour, l'unité et la tolérance
tout en leur assurant du soutien de la province et du chef de l'État. Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi pasi na bino alobaki na ngai na pesa bino mbote pe na yebisa bino ke azali na bino elongo abosani bino te. Du site des déplacés, elles seront à l'hôpital général de Lubunga où sont internées les victimes de ces conflits barbares. Sous la conduite du médecin directeur de cet hôpital, la gouverneure visite les malades internés dans divers services pour les soins appropriés. Enfin, les cortèges se réforment, destination les beach-backs de l'office de route pour la traversée des retours. Près d'une semaine après son départ de l'entité, le nom du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde continue à résonner dans la province du Haut-Uélé, notamment parmi les agents et fonctionnaires de l'État qui lui avaient transmis leur mémorandum en vue de solliciter son implication dans la résolution de certains problèmes écumant les secteurs santé, éducation, administration publique ou encore enseignement supérieur et universitaire. Tout est prioritaire dans cette contrée de la République. C'était un séjour de pas du tout repos qu'a connu le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans la province du Haut-Uélé. Du 28 au 29 octobre, le chef du gouvernement a pu rencontrer plusieurs couches de la population, parmi lesquelles les agents et fonctionnaires de l'État, le secteur de la santé et de l'enseignement supérieur et universitaire, la société civile dans sa diversité. Chaque composante a remis son cahier des charges au premier des Warriors afin de lui permettre de se faire une idée de la situation. Nous terminons ici notre mission en rencontrant l'AFEC, la société civile, mais aussi l'association des enseignants des instituts supérieurs et universitaires et les médecins aussi et responsables des institutions médicales qui nous ont posé leurs problèmes et qui vont être pris en compte aussi là où nous allons. Nous terminons cette mission avec une note de satisfaction, en tout cas d'abord à l'accueil qui nous a été donné et tout l'espoir que nous avons vu dans les efforts qui sont faits ici par le gouvernement provincial en ce qui concerne les infrastructures et la vie socio-économique en général. Avant l'arrivée de l'émissaire du chef de l'État, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassia Nanga, avait entamé une série de séances de sensibilisation à l'attention de toutes ces catégories en vue de rendre leur voix plus audible que jamais auprès du chef du gouvernement de la République pour booster les processus en cours de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Direction les Sankourou, la Caisse nationale de sécurité sociale, Antenne de l'Odja, a organisé une série d'activités ces jours. Parmi elles, la clôture du paiement de prestations sociales du 3e trimestre et les lancements des allocations familiales du 2e trimestre 2023. Dans le but de vulgariser le régime général de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale, et sur instruction de Charles Moudiaï Kazadi, directeur général de la CNSS, le responsable du bureau de l'Odja dans la province de Sankourou, Victor Wonia, a procédé à la clôture du paiement de prestations sociales du 3e trimestre, au lancement des allocations familiales du 2e trimestre 2023, des allocations prénatales, ainsi que la remise de brevets aux nouveaux prestataires de la CNSS. L'un des bénéficiaires a réagi. Je suis très content et je ne croyais pas qu'elle pouvait continuer. La CNSS, ça fait 2 ou 3 ans, elle continue à payer les allocations familiales. Et maintenant, on donne confiance de venir massivement s'affilier à la CNSS. Pour les responsables du bureau de la Caisse nationale de sécurité, l'Odja, ces activités cadrent avec la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Nous sensibilisons tous nos partenaires sociaux et les rappelons que le 3e trimestre des allocations familiales ne sera validé que lorsque tous les employeurs vont justifier et renouveler toutes les pièces comme convenu, notamment les attestations de scolarité, déposer aussi les actes de naissance des enfants. Ce sont ces pièces-là qui donneront droit au bénéfice des allocations familiales et de d'autres prestations. Cette série d'activités à la Caisse nationale de sécurité sociale Sankourou vise à sensibiliser d'autres travailleurs en vue de s'affilier et bénéficier de ces avantages pendant la retraite. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée, une de grandes composantes de l'Union sacrée de la Nation, a, à travers sa fédération de Lukunga, organisé une réunion stratégique le week-end dernier au quartier Jolipak dans la commune d'Engaliema, une rencontre de sensibilisation des candidats de la circonscription de Lukunga. À l'initiative de la présidente fédérale de Lukunga, Immaculée Sibalonza, cette activité a connu la participation du secrétaire général
Guy Richard Malongo, du secrétaire général adjoint Jean-Claude Manessa, ainsi que des candidats députés nationaux et provinciaux et conseillers communaux de la circonscription électorale de Lukunga. Actualité oblige, Guy Richard Malongo, dans sa prise de parole, a sensibilisé les candidats de l'AFDC sur le comportement à adopter pendant la période de la campagne électorale. Par la même occasion, le secrétaire général a donné quelques orientations pratiques aux candidats qui vont se lancer dans la bataille électorale pour les élections qui pointent à l'horizon. À ce sujet, il a réaffirmé la décision prise par l'AFDC et les partis alliés, déclarant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat unique de l'AFDC et de l'Union sacrée de la Nation pour la présidentielle de décembre prochain. C'était un moment d'échange, renforcement des capacités et montrer à nos frères l'enjeu qui est devant nous parce que nos candidats se battent pour qu'on soit nombreux au Parlement pour soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi pour un second mandat. Mais à vous diriger ceux qui avaient la majorité dans le Parlement. Et moi, à tout moment, tout ça l'a suivi. Il faut noter que l'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée et le premier regroupement politique à avoir aligné beaucoup de candidats pour les élections du 20 décembre prochain. Et pour finir, le parti Assir a inauguré hier sa centrale électorale, un élément essentiel, estime le président Lambert Osango, qui compte mettre le doucher double en vue de la réélection du président Félix Tshisekedi. Kinshasa, commune de Bandalungwa. Le moment est solennel pour les cadres conviés à l'inauguration de la centrale électorale du nouveau parti politique Assir. C'est ici que partiront toutes les idées phares qui vont concourir à l'amélioration de nos conditions de vie et de nos conditions d'activité politique. Au milieu des cadres et militants, on pouvait compter la présence de quelques invités de marque proches à ce parti cher au vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Tous ensemble, avec un principal objectif, d'ici quelques semaines, offrir une victoire confortable au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'objectif principal du parti, qui est celui de conquérir et conserver les pouvoirs par la voie démocratique, c'est-à-dire celle des élections à toutes les échéances, mais aussi pour écouter et trouver des solutions aux doléances du peuple congolais qui souffre longtemps. Ceci nous rappelle sans doute le slogan du peuple d'abord, de notre leader charismatique, Étienne Tshisekedi Tshilombo. L'enjeu, d'ici la fin de l'année, est de taille et le parti politique Assir ne l'ignore pas. À quelques jours du début de la campagne électorale, ses bases sont mobilisées à travers le pays pour la victoire finale, pour permettre à Félix Tshisekedi de poursuivre son œuvre à la tête du pays. Place au rappel des titres à présent. Une troisième audience a eu lieu ce vendredi dans l'affaire Stanis Boujakera à la prison de Makala. Des avocats du journaliste ont pour la énième fois sollicité une liberté provisoire. Et au sujet du procès Kalonda, la défense dénonce l'acharnement dont serait victime son client. Elle sollicite une remise de 3 mois pour permettre une bonne prise en charge du prévenu malade. Est-ce que le gouvernement continue de financer le processus électoral? S'interroge le candidat président de la République, Constant Moutamba. Vous avez suivi dans ce journal sa réaction. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50 et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.